On va donc présenter aujourd'hui quelques éléments les plus essentiels, en tout cas, du terrain de Mhirs qu'on a effectué ensemble, moi, Ahmed et Sidi cet été en août, plus spécifiquement. Bon, j'ai mis Zayn, Ahmed, Sidi, mais il y a toute l'équipe qui est derrière parce qu'il y avait quand même une interaction sur sur le contenu quand même et les grandes lignes de l'interview. Donc, je remercie quand même l'ensemble de l'équipe Hassi pour d'abord l'occasion, mais aussi pour l'échange assez intéressant. Alors, pour ce qui est de la présentation, euh, on a voulu ensemble dire quand même, vous rappeler pourquoi nous sommes intéressés à Mhel. Quelques questions de départ ou qu'est-ce qui nous a intrigué en fait en health. D'abord, il y a eu cette idée que ce travail d'Amherst s'inscrit dans la continuité de travail qui a été réalisé par l'équipe à Timinit, où il y avait des moments de dialogue sciences, société et hydrologie avec des populations locales. Ça, c'était un des premiers élément, c'est la continuité de travail qui a été amorcée avant. Et puis, il y avait cette effectivement idée qu'il y aura un travail d'atelier à Mhiris où on n'avait pas énormément de connaissances sur le contexte de l'Ouad, de la vallée. Et puis, il y a un troisième élément lié aux spécificités de l'Ouad de Mhiris, de la vallée. D'abord, lorsqu'on avait effectué les sorties exploratoires au niveau de trois oasis, Tiéménite, Ma'aden et Mhayred, il y avait quand même ces remarques, d'abord liées à la variabilité des ressources en qualité et en eau des eaux, selon leur position. Donc, il y a la problématique de gestion classique amont-aval qui était plus claire par rapport quand même aux autres oasis de gestion des eaux. Et il était plus clair et perceptible plus au niveau de Mhirs que dans les autres oasis. Et puis, contrairement à Timrit où il y avait plutôt la question de salinité et de qualité des eaux, à Mhirs, c'était et plutôt la question de quantité des eaux et la disponibilité qui était assez discutée comme problématique. Et puis, il y a cette question qui, en tout cas, m'intriguait personnellement, cette prise de conscience collective autour des gestions de l'eau, des eaux souterraines, notamment cette question d'interdiction de creusement des forages au sein de la vallée, où il y avait une mobilisation collective. En tout cas, on verra tout de suite quelles étaient les différentes formes. Ça, c'était pourquoi on avait choisi. Donc, il y avait quelques objectifs. D'abord, on voulait comprendre un peu l'histoire de la vallée, l'histoire sociale, des ressources en eau et des événements qu'a connu l'Ouad et la vallée au fil des années. Puis, il y avait cet objectif de documenter les savoirs en présence sur la dynamique et l'évolution des eaux souterraines. Puis, comprendre la gestion des ressources en eau en les cartographiant avec une personne ressource. Et puis, explorer les phénomènes d'interdiction de creusement des forages, enfin, non collectif, mais de tout forage confondu, hein, au sein de la vallée. Et puis, mieux appréhender cette question de fédération qui a été assez, bon, c'est une association en fait, mais au niveau local, on parle plutôt des fédérations et son rôle dans la gestion participative des loisirs de Mhres. Alors, pour la méthodologie, on a voulu quand même dire qu'on était quand même dans cette dynamique de l'équipe Hassi de l'interdisciplinarité en œuvre. Moi, j'ai posé la question parce que l'équipe qui a effectué le terrain était constituée de deux hydrogéologues, à savoir mes deux amis Ahmed et Sidi, et de moi-même.
avec une distribution des tâches. Donc, il y avait une distribution des tâches. Donc, moi, je menais les entretiens. Ahmed s'occupait de la photographie et des prises vidéo, puis appuyait les enquêtes. Et il n'y avait pas quand même de réussite sans l'intervention et l'appui de Sidi pour l'enquête et le déroulement. Donc, c'était ça les distributions des tâches. Généralement, on avait choisi, lorsqu'on pensait la vallée, certainement, j'ai eu une discussion pas mal avec quelques amis de l'équipe. Moi, j'ai pensé au début prendre quelqu'un en amont, quelqu'un en aval et une personne au milieu de la vallée. C'est vrai qu'avec Ahmed, par exemple, on a parlé que c'était pas évident qu'une personne soit seulement au niveau du centre, elle peut se trouver à n'importe quelle place. Et donc, c'est pour cela on a opté pour la méthodologie suivante. Donc, on a choisi une personne ressource, en l'occurrence d'Ahmed El Khader, qui lui, il gère toute cette question des eaux de l'eau potable, mais aussi il s'occupe de suivi piézométrique. Et puis, on a choisi trois personnes au niveau de la vallée. En plus de ça, il y a eu un entretien avec un ancien responsable des projets Oasis. Bon, pour le protocole, il y avait quand même une certaine, même si on avait quelques lignes directeurs d'entretien, c'était des entretiens libres. Et on laissait les gens leur donner le temps d'expression libre, ça veut dire s'exprimer comme ils voulaient. On essayait de revenir sur les axes sur lesquels on voulait avoir des informations, mais sans pour autant interrompre la personne interviewée pour que le déroulement soit fait, mais aussi parce que c'était plus intéressant de laisser la personne aborder une telle thématique d'une manière plus libre et ouverte. Donc, le déroulement se faisait généralement d'une manière très conviviale et agréable. Quand même, pour les amis qu'on ratait, c'était l'occasion de la récolte des dates, c'est le Gärtner. C'était vraiment agréable. Et donc, le lieu, c'était de la maison au champ. C'était en fait à la maison d'Ahmed Mkhatir. Mais pour les autres, c'était au niveau des champs. Voilà donc les personnes qui ont été interviewées. Donc, on voit la personne ressource qui est Ahmed Mkhatir, que vous connaissez tous. Et puis, en amont, il y avait Ahmed Hamadi, qui est lui le secrétaire général de l'association de gestion partie passive des Oasis, que les locaux appellent la fédération. Et puis, il y avait Moulay Zain au centre, qui est donc, c'est une personne, donc, agriculteur au niveau du centre de la vallée. Et puis, en aval, il y avait Emine, que vous voyez avec nous. C'était les gens qui ont été interviewés. Bien évidemment, on n'a pas eu la photo de la personne ancien responsable de projet Oasis. Les axes d'investigation, sans pour autant être très explicites, c'est quelques éléments qu'on a pu voir, mais il y a eu quand même plus que ça. Donc, il y avait l'histoire de la vallée, notamment de la population locale, tout ce qui est groupes sociaux, et puis des personnes, des ressources en eau. On a fait aussi des frises historiques de quelques événements marquants. Il y avait la question aussi des rapports à l'agriculture et la relève, notamment par les jeunes. Il y a eu aussi une cartographie à dire d'acteurs. Donc, on a essayé d'impliquer surtout Ahmed Mkhadir pour nous faire un peu la carte des ressources en eau. Et puis, il y avait cet élément de comprendre le rôle de la fédération, de son histoire et de comment elle a été un élément quand même dans cette mobilisation de pacte de non-creusement des forages au sein de la vallée. On a essayé aussi de comprendre la question de salinité aux yeux des acteurs locaux, mais aussi la question des disponibilités de gestion des ressources en eau, notamment les différentes pratiques et usages des ressources en eau.
Voilà. Ce qui ressort de l'histoire par rapport à l'histoire de la vallée. Donc, tous les gens nous disent que quand même c'est une vallée qui date de 4 à 5 siècles de vie. Donc, pour les groupes sociaux, euh, elle est constituée principalement d'une fraction qui s'appelle El Tenaki, de la tribu d'Ishili. Mais d'une manière moindre aussi, il y avait une autre fraction qui s'appelle Ouled Hennoun. Donc, c'est les deux fractions, El Tenaki et Ouled Hennoun de la tribu d'Ishili, qui sont donc les groupes sociaux les plus dominants. Puis, on trouve d'autres groupes, notamment la sous-fraction ou les sous-fractions de Tosh et Smamna de la tribu Ouled Ghailan, avec une présence moindre de d'autres tribus, notamment l'Aghlal, les Dawali, Shirva et autres. Pour ce qui est de la propriété des terres et des eaux, donc les terres, ils sont un peu de statut collectif. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est en fait le droit foncier étatique dit que les terres appartiennent à l'État. Mais pour les groupes sociaux, enfin socio-ethniques, ils ont un droit de jouissance sur les terres sans qu'ils ont pour autant le droit de propriété. Mais il est quand même reconnu de manière implicite par l'État. Donc les terres appartiennent à El Tenaki spécifiquement. Et donc, leur ancêtre les a distribués sur trois, enfin, il y a eu deux versions, si c'est trois ou quatre enfants de l'ancêtre. Et puis, ce qui est spécifique, c'est que l'eau est indépendante de la terre parce que dans d'autres contextes, on ne peut pas exploiter, par exemple, la terre et l'eau sans qu'on ait l'accord de la personne ayant droit. Donc ici, l'eau est vraiment indépendante de la terre, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à l'eau sans que pour autant on soit propriétaire de la terre. En tout cas, la relation entre les deux n'est pas automatique. Et les gens ont accès à l'eau indépendamment de la terre. Et puis, quand même, les différentes tribus et même les gens qui ne sont pas de Mhérez, ils peuvent avoir accès aux terres à travers notamment l'achat par les personnes de la sous-fraction de l'Itenaki, de la tribu des Chili. Voilà, pour ce qui est les ressources en eau, on a pu constater qu'ils sont majoritairement souterraines, avec existence de quelques eaux de surface, vraiment temporaires après la crue. Donc, les gens nous parlaient par exemple à Mhair de el qui est une retenue d'eau de surface utilisée uniquement pour abreuver les animaux. Il nous parlait aussi de Menguez, qui est un point de chute des eaux de la falaise, des sagias qui apparaissent au niveau de la vallée des Batha. Et donc, il y avait aussi des ouad, notamment de l'ouad de Fergali et le Gal. Pour les eaux souterraines, la carte que vous voyez ici, que que Ahmed Lemkheter nous a donc dessiné, c'était plutôt nous montrer les différentes ressources et nous parler plutôt plus essentiellement d'une eau souterraine qui est qualifiée d'une sorte de rivière très douce, donc qui passe à l'intérieur de la vallée entre les deux montagnes, les deux jebel. Et puis, il y a aussi tout ce qui est forage et puits, Aïn, tout au long de de la vallée. Et là, on voit notre ami Ahmed en action, parce que c'est lui qui s'occupait en fait de la prise des photos et vidéos avec bien sûr l'appui des enquêtes. Et là, vous voyez à gauche Ahmed Loukhaider et moi-même et Sidi en appui pour la mise le déroulement de l'enquête. Donc Sidi prenait à ce moment-là spécifique, essayer de voir effectivement l'emplacement du passage de l'eau de l'Erg, qui est une source de rivière souterraine douce, pour un peu la cartographier. L'Erg, qui est une source de rivière qui passe au sein de la vallée, la ligne bleue.
Et puis voilà, elle passe au sein de la vallée et elle va donc influencer, selon les dires des acteurs, les eaux. Donc, là où elle passe, peut-être l'eau va être plus douce, selon ce que les gens pensent. Voilà en fait le schéma de l'eau souterraine la plus intéressante en l'ERG, qui est dont parlait Ahmed Mkhatar. Et donc, ici, c'était plutôt le dessin dans la cartographie de représentation telle qu'elle a été pensée par Ahmed Mkhatar. On n'a pas pensé à la question de dimension non plus pour dire est-ce que c'est plus grand ou petit. C'est Et juste pour le la largeur, ouais. représenter comme ça a été représenté par Ahmed Mkhatar. Zen, Ah, j'ai Zé. une question. Ah, pardon. Sidi. Oui, vas-y. Je veux seulement ajouter un petit élément. Donc, l'ergue a été dessiné par Ahmed comme réponse à une question de Zayn. Il lui a demandé à son avis comment il comprend la dynamique de l'eau souterraine au niveau de Mhirth. Il a dit qu'il s'agit d'un ergue, il est sous forme d'un ergue qui commence avec l'élargissement de l'eau en amont, la qualité de l'eau en amont, selon lui, l'ergue est douce. Mais il commence à perdre de la qualité au fur et à mesure en allant de l'amont vers l'aval. C'est D'accord. pour cela que les forages, les deux forages qui alimentent le village en eau, sont créés en amont de l'ergue. Oui, moi j'ai une question parce que tu vois sur la photo, on voit les autres surfaces là qui sont le long de la falaise. Attends, sur la photo qu'on venait de voir juste à l'instant, voilà, Celle-là? tu vois tout au, alors attends, hop, tout au sud, on voit le long de la falaise, on voit À de l'eau gauche, tu veux dire. en bas, ouais, tout en bas de la photo, À on voit droite, là. le long de, Hmm. tu vois, il y a la roche et puis qui mène vers certainement les plateaux. Et puis on a l'Oued. Et là on voit le long parce qu'on est allé là. Je me semble qu'on est allé voir je sais plus comment ça s'appelle, les Igiri, Irigi. Je sais jamais dans quel sens faut les prononcer. Désolée. Dirigi. Et est-ce qu'ils font le lien justement? Est-ce que c'est lié ces écoulements finalement que nous on a même vu en décembre? Est-ce que c'est relié aux eaux souterraines? Tu vois, on voit très très bien une rivière là, petit écoulement de surface. Ils n'ont pas fait la liaison, mais parce que aussi la question qu'on avait posée, c'était plutôt par rapport aux eaux souterraines et pas les eaux de surface. Enfin, moi, Ok. ils nous ont jamais fait la liaison, mais peut-être aussi on n'avait pas posé la question de mise en liaison entre les deux sources. Ceci dit, qui a fait la carte, en fait, mais peut-être l'échelle, en fait, il n'a pas fait attention à l'échelle, mais c'est que Mkhitar, en fait, voulait nous expliquer sur la carte qu'il a dessinée, c'était en réalité l'emplacement ou la position d'eau douce dans la vallée. Et donc là, il essayait, en fait, il nous a montré, je sais pas, moi non plus, j'ai pas le droit d'aller sur la souris. Je sais pas si vous voyez ma souris, mais je pense pas. Alors Oui, là, vas-y, Ahmed. voilà, en fait, tu remontes un petit peu. En fait, non, il faisait pas les liens entre la surface, pour répondre à la Ouais. question des Christelle, on fait pas les liens, la surface souterraine, mais la ligne bleue, c'était en réalité pour montrer là où on capte l'eau douce. Et donc, par rapport à la vallée. Et l'eau douce, Et elle est où? Elle est à l'ouest ou à l'est là? Enfin attends, le elle est nord. au nord, il est au nord, Elle est au nord. il est plus au nord. Et après, parce que les points rouges, c'est des points de prélèvement que vous avez fait, c'est quoi ça? Ou ça, Non, là, les points rouges, ce sont tes points à toi, de ta base de données. Tu avais c'est, Christelle Marlin, ah, Mauritanie 24, c'est je moi, sais pas d'accord. quoi. Donc c'est nos points à nous, enfin de la mission Voilà, 2024, voilà, d'accord. de la mission des 24. En fait, Sidi les a mis sur la carte et pour, Très je bien, pense Pour pour. d'accord. se Mais tu styler. vois, mais quand on est sur le point rouge au bas de la falaise à droite, donc là, on est dans l'eau plutôt salée. Oui, c'est exact. Ouais. Et tu vois, le forage CM24F, donc là où on est,
on capte l'eau douce. Et cette eau douce-là suit la ligne que Sidi a tracée après les dessins d'Ahmed Khaydir. Voilà, qui arrive jusqu'à qu'on arrive un petit peu au centre, en fait, là où il y a là où il y a les habitations, là où il y a plus des habitations, et c'est là où la qualité se dégrade très Ouais, ouais. fortement. Et c'est là où on se rapproche aussi de l'eau en surface qu'on a échantillonnée et qu'on a mesuré en fait à l'époque, on ne s'est pas d'ailleurs posé la question d'où vient cette eau d'après la population, mais ça peut être la question du mois de novembre, le mois de décembre. Voilà. Et ça vaudrait aussi le coup d'essayer de comprendre comment cet erg il se, il s'étend en largeur de l'ouest de la vallée, quoi. Et est-ce que d'un côté il est salé, de l'autre côté il est doux? Ou est-ce que Non, c'est très, très compliqué que ça, parce qu'en fait, à gauche aussi, en fait, on a même à droite, pardon, à droite, sur la falaise, on a aussi des zones très, très peu minéralisées. Oui, il y a un mélange. Donc, ouais. voilà, c'est pas vraiment, c'est pas un schéma classique, hein, comme ça, Mhm. en amont, en bas, le centre. C'est très difficile. Mais, Si je me souviens bien, à l'ouest du F1, l'on voyait au loin le château d'eau, mais ouais. il y avait plus d'ouvrage par là, hein. Donc pour éventuellement, tu vois, sur des futures investigations, si je me souviens bien, hein, par rapport au F1 qui est très, très au nord de la carte, il me semble qu'il y avait rien Pas là comme où il y point avait d'eau. les hassis pour les chameaux, pour les dromadaires? Il y avait pas si, en fait, il y avait pas de point, il y avait pas de forage, mais il y a deux points, il y a deux puits. D'accord. Ah, on n'est pas allé alors, d'accord. Tu vois, c'est pas loin de là où il habite au Khayter. Je sais pas si tu peux zen aller avec ta souris c'est à peu près là où c'est marqué, Khayter, hein, maison Khayter, en fait. Maison Khayter. C'est le troisième point en allant du nord vers le sud. Voilà. Tu vois, là, voilà, là où il y a la maison et le jardin d'un prêteur, là, on est à côté d'un puits, plus ou Ok. moins douce. Non, pas de ce côté, de l'autre côté, le côté ligne. Voilà. Et après, tu vois, dans le Batha, vraiment au milieu de l'Oued, en fait, il y a un puits aussi qui est exploité par les habitants. Et du coup, voilà, c'est là où on a plus d'eau douce en présence, mais encore très compliqué, hein. Enfin, il y a quelques puits, il y a quelques puits traditionnels, et puis il y a les deux fameux forages, ou trois forages qui sont en nombre. Pour les ressources en eau, on a essayé de comprendre les usages et les différentes ressources. Donc, on avait quand même les eaux douces, qui sont plutôt les eaux utilisées pour un usage domestique, et puis les eaux salées pour l'irrigation des riba, et les eaux de cris pour l'irrigation complémentaire. Mais sans pour autant être vraiment, comme disait Ahmed, euh, comment dirais-je, très caricatural, où il y avait quand même, on avait essayé de faire la différenciation d'usage, des qualités et de la géomorphologie, selon qu'on soit en amont, au centre ou en aval de la vallée. Donc, par exemple, pour les ressources en eau, on voit qu'en amont, plutôt c'est le sondage et les puits les sondages sont plutôt pour l'eau potable. Et puis les puits, c'est spécifiquement ou essentiellement pour l'irrigation. Pour ce qui est au centre, on va avoir les trois sources. Donc, les gens vont utiliser l'oued, plus les puits, plus le sondage. Et en aval, donc, on va trouver que les Ain sont plutôt salées. Et on trouvera aussi l'usage des eaux de crue. En aval, les gens, à l'époque où on était, se contentaient beaucoup de sondages, de l'eau de sondage, qui n'arrivaient plus à les desservir parce que tout simplement, c'est la période de la récolte del Guetna, où il y avait énormément de pression sur la ressource en eau potable et Ahmed trouvait de difficulté pour qu'il desserve l'aval de la vallée. Donc, ça veut dire que même le moment
d'entretien va donc nous refléter une réalité qui était différente. Par exemple, lorsque nous, on passait durant le mois de décembre ou le mois de novembre, les gens ne sont plus là, donc il y a moins de pression sur les ressources en eau, notamment Ibrahim, oui, utilise plutôt Mkhitar qu'Ahmed, parce que là, on risque de ne pas différencier, hein. oui, ok, ok. Ahmed Mkhitar, ok. Et pour ce qui est de la qualité de l'eau, les gens nous parlaient d'un eau hadi, ça veut dire eau normale au niveau en amont. Puis, au centre, les gens disent que la salinité, elle était moyenne. Bon, il arrivait même à utiliser certaines eaux des puits. Et puis en aval, les gens parlaient vraiment d'une eau très, très salée. Et puis pour les usages domestiques, donc en amont, ça va être les sondages et quelques aïns, parce que les aïns sont dites normales, dit. Et puis au centre, c'est plutôt le sondage aïn peu salé, parce que ça commence quand même à avoir plus de salinité. En amont, c'est vraiment les sondages qui est vraiment rare en été, mais peut-être plus disponible dans les autres époques. Et puis les aïns qui sont plus domestiques. Bon, la géomorphologie, cette partie-là, en amont, on a plus donc la vallée large, donc plus de végétation, moins de haie, moins de puits. Puis au centre, c'est une vallée large qui croise une vallée locale. Donc il y avait beaucoup de puits et une vallée très étroite en aval. Et il y a eu l'effleurement plus salin. Alors, pour la perception, comme je disais tantôt, c'est que contrairement à Timnit, c'est plutôt la disponibilité qui se pose avec acuité. Donc, les gens nous parlaient beaucoup de la disponibilité en eau plus que la salinité, mais quand même, les gens disent qu'en aval, ils ont commencé à percevoir la question de salinité depuis 2003 et elle s'est aggravée en 2022. Puis, au niveau du centre, les gens parlaient d'effet des motopompes ou pompes solaires en 2005. Donc, la salinité, elle est moyenne. Et puis, en amont, les gens parlaient plutôt d'une première augmentation de salinité en 2023 avec les pluies. Et puis, on avait posé la question, quelles sont les répercussions de la salinité? Qu'est-ce que les gens pensent sur ça, surtout? Donc, il y a quand même la dégradation de l'eau. Bon, les gens pensent que la qualité de l'eau va baisser. Et puis, il y a un effet sur la taille des palmiers dattiers, la réduction de leur taille, mais aussi de la qualité des dates, dégradation de la qualité des dates. Et les gens parlaient plutôt qu'ils n'arrivaient plus à faire des cultures vivrières qui mettaient en bas des palmiers dattiers, notamment les légumes qui étaient utilisés en grande partie pour l'autoconsommation. Dans certains endroits, c'était commercialisé aussi, notamment peut-être à Maden. Mais à Mkhiral, c'est plutôt des petits jardins en bas des palmiers dattiers. Avec la salinité, les gens disent qu'ils n'arrivaient plus à mettre en pratique ce genre de culture. Voilà. Lorsque j'avais échangé avec Ahmed et Sidi, j'ai eu quand même la remarque que ça, c'est une schématisation très caricaturale et bon, je suis d'accord, mais je voulais juste mettre en avant ce que les gens pensent, hein. Tout à l'heure, on va revenir à une très belle carte qui a été réalisée par Sidi, qu'on remercie très bien. Donc, pour la zone en amont, donc, c'est une zone un peu qui était pas trop salée jusqu'à les derniers récents événements, notamment les premières augmentations notables des crues récentes en 2022, 23, 24. Et l'eau, bon, pour ça, l'eau, les gens pensent que c'est une eau très normale. Il n'y a pas, avant tout ça, c'était une eau très, très normale. Mais les gens n'ont pas non plus fait attention à cet effet parce qu'ils considèrent que le seau seul est plus sablonneux en amont, et donc il n'y a pas effet de salinité qui est perceptible. Au centre, les gens parlaient plutôt début 2005 avec l'arrivée des pompes solaires et bon, ils pensent que la salinité est plutôt qualifiée de moyenne, mais en bas, en aval, c'est plutôt
Les gens parlent plus de salinité depuis 2003. En 2010 et 2022, il y a eu une aggravation progressive et puis il y a un pic de salinité avec les inondations par les eaux de crues. Ça aussi, ça pose question, euh, la liaison entre les inondations et la salinité. Est-ce que c'est un problème de lessivage des sols? C'est des questions quand même à se poser. Et puis, il y a un impact, notamment ce que je disais tantôt, c'est sur la maraîchage, le maraîchage et la dégradation de la qualité du terre. Et j'ai dit, voilà, en rouge, que cette schématisation n'est ni figée, ni globale. Il est juste donc pensée juste de manière globale au sein de la vallée. Et d'ailleurs, la très jolie carte, bon, qui est Sidi a effectué de la vallée. Je me rappelle que lorsqu'on faisait les premiers, et là, pour moi, je suis pas très fort dans la question de, je sais pas où est l'amont, où est l'aval, mais en tout cas, que cette salinité, donc, elle est variable, même au sein de quelques parties. C'est-à-dire que si on est au centre, on va trouver qu'à droite, c'est plus salé dans quelques parties et plus douce dans l'autre. Et donc, c'est pour dire que vraiment, qu'on fait vraiment attention à cette schématisation-là, que la salinité elle est vraiment dynamique et variable au sein même d'un seul tronçon de la vallée. Pour ce qui est des événements marquants, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a donné la parole à la personne ressource qui est Ahmed, qui est vraiment une personne ressource que le choix a été donc bien fait parce qu'il nous parlait de différents moments, des dates ponctuelles qui ont remarqué la vallée. Donc, il parlait de la sécheresse au niveau national. C'est une sécheresse qui a touché tous les pays en 83. Et là, il comme conséquence une faible, voire même deux fois absence de production. Il y a eu l'abandon de l'agriculture et de l'élevage. Et c'est là où les gens parlaient des premières vagues d'immigration vers les grandes villes. Et puis, il y a en 84, juste une année après, il y a des grandes crues. Et donc, cette crue a revitalisé en quelque sorte les palmeraies. Il y a eu un retour des Oisiens à leur territoire. Et il y a eu quand même un petit retour à l'agriculture et l'élevage. Et puis, il y a les années 90, 91, il y a eu de nouveau une nouvelle sécheresse. Donc, celle-là a eu donc comme conséquence une sorte d'augmentation du prix de denrées alimentaires et pas de vague de migration. Donc, les gens n'ont pas quitté leur territoire, mais plutôt il y a eu quand même une sorte d'inflation sur les prix de denrées alimentaires. Et puis, en 95, 96, 97, il y a eu retour de pluie. Et comme chaque fois qu'il y a eu retour de pluie, il y a eu retour des activités agricoles et d'élevage. Puis en 2001, 2002, il y a eu de nouveau une vague de sécheresse. Donc, il y a manque d'eau potable et d'irrigation comme conséquence. Et c'est là où les gens ont commencé à penser au pacte de non-creusement des forages dans les vallées. Puis 2012, 2013 et 2020, 2021, donc il y a eu de nouveau des nouvelles vagues de sécheresse. Et il y a eu donc nécessité de creusement et d'approfondissement des puits comme conséquence. Donc, il y a des gens qui ont commencé à creuser et les gens qui ont déjà leur puits ont commencé à approfondir leur creusement. Et puis, il y a eu délaissement des activités agricoles. Et vraiment, les gens n'avaient pas de moyens pour faire leur activité agricole. Et puis voilà, en 2023, 2024, les gens parlaient plutôt de fortes crues et il y a eu une grande perte de palmiers dattiers. Bon, les gens me parlaient de 80% dans quelques places de la vallée des palmiers. Et il y a une perte de certains palmiers pour 200 familles. Donc, c'est quelques données, en fait, des événements marquants. Et puis là, on va voir que c'est différent selon qu'on soit en amont, en aval ou au centre. Les gens vont pas percevoir le phénomène de la même manière. Donc, en amont, par exemple, les gens vont se situer plutôt dans les années 71 de la grande sécheresse. Et puis, ils vont revenir à la sécheresse nationale. Et puis, ils vont faire de 2020-21 la sécheresse et les fortes crues. Alors que en aval, par exemple,
Les gens vont parler d'une longue sécheresse de 2013 à 2021 qui a eu comme conséquence un faible rendement de palmiers dattiers, faible retour même à la récolte de Guetna à Mekhes et un approvisionnement totalement de la ville d'Atar. Ça veut dire que les gens achetaient pratiquement leurs denrées alimentaires de la ville d'Atar juste à côté parce que c'était une longue sécheresse. Et puis en 2022, vraiment les fortes crues donc, les gens en aval vont parler plutôt de la question de salinité et dégâts sur les palmiers dattiers et l'érosion des terres. Alors qu'au centre, le monsieur qu'on a donc interviewé va parler plutôt des fortes crues qui ont eu lieu en 2022 où il a été beaucoup touché par ça. Et les gens même parlaient des parts de palmiers dattiers à 90%. Voilà. Pour revenir à la question de collective, hein, autour de nos creusements de forage en amont, bon, en amont de l'Oued, mais tout au long de la vallée quand même, c'est pour être plus juste. Euh, il y a eu une sorte de prise de conscience précoce. Donc, une minute. Il y a eu donc un creusement de forage d'eau potable par l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite a financé des forages en 2000. Et donc, les premiers entretiens ou les entretiens d'été nous a permis de mettre en lumière qu'il y avait quand même deux groupes, hein. Un groupe qui était contre tout creusement, et que ça soit pour l'eau potable ou l'eau d'irrigation, et un autre groupe qui était uniquement favorable pour le creusement de l'eau potable. Et donc, il y a eu une réunion avec les autorités locales, une entente pour creuser les eaux potables euh, pour la localité, mais il y a eu un pacte de non-creusement individuel ni collectif des forages destinés à l'irrigation. C'est un mouvement aussi porté par quelques Oisiens, mais encadré par la fédération, l'association de gestion participative des Oasis. Euh, donc, il y a eu une renaissance après tentative de creusement individuel par deux investisseurs. Les gens nous parlaient de deux investisseurs de la région. Enfin, tout cas, qui sont pas fortement originaires de M'Hird. Et il y a eu donc une sorte de mobilisation pour interdire le creusement de leur forage. Mais lorsque j'ai effectué quand même croiser l'ensemble d'entretiens avec l'ancien responsable des projets Oasis, je me suis perçu qu'il y a eu une sorte d'encadrement de l'association de gestion participative qui est appelée localement des fédérations qui a été créé en 2002 ou même avant, euh, et qui a servi en quelque sorte d'interlocuteur ou d'interface avec les autorités locales et a servi d'une certaine sorte de légitimisation de la population locale auprès des autorités locales, notamment le gouvernement et les préfets. C'était à travers l'association et le pacte que les gens ont pu s'adresser avec l'administration locale. Et puis, il y a une certaine quand même de constance et endurance dans l'action. Pourquoi? Parce que en 2023, l'État, après effectivement cette question de, de sécheresse et puis de crise, va essayer de creuser, de proposer à la population locale de leur creuser des puits collectifs destinés aux oasis, à la vallée. Mais les gens sont restés donc constants et ils ont dit qu'ils vont pas, il faut pas que ça soit au sein de la vallée, il faut que le creusement soit très loin de la vallée. Et effectivement, il y a une certaine dizaine de forages qui ont été donc creusés dans la vallée de Steve. Et puis, bon, on a déjà parlé de 5 à 6 kilomètres plus loin. Moi, le responsable de projet Oasis me parlait d'une distance plus loin encore que ça. Et donc, les gens sont restés cohérents avec leur mouvement là, parce que même pour leur intérêt collectif, ils ont veillé à ce que le creusement ne soit pas au sein de la vallée. Pour un peu situer ça, il y a un fait déclencheur qui est la tentative de creusement par les investisseurs qui a un peu déclenché cette mobilisation collective. Et l'argument qui a été avancé, c'était un argument d'équité d'accès et peur de l'épuisement de ressources en eau. Et il y a eu quand même une sorte de compromis, une sorte
de compromis et de résolution de problèmes par un pacte validé par l'association de gestion participative. Donc, il y avait une introduction, sauf pour forage collectif, même celle pour forage collectif a été interdit aussi. Et donc, actuellement, il y a une trentaine de forages. Bon, le monsieur me parlait de 15 kilomètres de boîte qui a été creusé. Et on voulait, parce que durant l'échange de l'entretien, il y a eu des remarques, je me rappelle de Christian, pour dire qu'est-ce qu'elle a eu comme effet et surtout qu'est-ce que n'a pas eu comme effet. Ça veut dire qu'est-ce que les gens ont pensé de ça. Parce que comme il n'y a pas eu de creusement, qu'est-ce qu'ils ont comme réparatoire d'action en matière de creusement amont-aval et quel effet de ça. Et là, je vous ai mis là une citation d'un agriculteur à l'aval de la vallée. Il me dit, j'ai entendu dire que les habitants de Tawaz, c'est une localité juste à côté de Dakar, jadis qui étaient vraiment producteurs de maraîchage, ils sont connus même au niveau national, ont souffert des installations de sondage en amont. Si les forages ne sont pas collectifs et mis en place par l'État, il y a un réel risque de déséquilibre et de conflit dans la gestion de l'eau à l'échelle de toute la vallée. Et là, les gens, quand même, donc, pour leur mobilisation, se servent aussi de quelques exemples qui ont été vécus ailleurs pour ne pas tomber dans les mêmes problèmes. Voilà, en matière de conclusion. J'ai voulu donc mettre trois points qui me paraissaient intéressants, mais je laisse Ahmed et Sidi compléter. J'ai mis les deux photos que vous voyez là. C'était une époque de récolte de l'Guetna qui était agréable. Et d'ailleurs, je remercie vivement Ahmed et Sidi pour leur accueil chaleureux comme d'habitude. Donc, c'est là où je parle de plutôt l'oasis de l'Adrar en rapport au territoire qui est à la fois soulageant et alarmant. Pourquoi soulageant? Parce que cette habitude annuelle d'El Guetna, pour vous expliquer, c'est que les gens reviennent à leur territoire au moment de la récolte des dattes et les gens avaient l'habitude de faire de ça une sorte de vacances, mais vacances agréables avec consommation des dattes, des viandes, etc. Et donc ça, c'est un nouveau rapport, enfin, un rapport soulageant parce que les gens aussi reviennent au territoire à la fois pour leur appartenance à leur territoire, mais aussi pour leur bien-être. Euh, mais alarmant parce que, comme on voyait tout à l'heure, il y a eu quand même des conséquences sur la disponibilité des eaux, la disponibilité des eaux potables. Et les gens, par exemple, qui vont se situer en aval de la vallée vont souffrir de ce retour parce que l'eau potable n'est aussi pas disponible en quantité. Et donc, ils vont pas être desservis en eau potable. Ça va créer aussi une sorte de déséquilibre en matière des eaux. Alors, quelle place agriculture et jeunes, à mon avis? Aujourd'hui, moi, j'ai contribué avec Ahmed dans le travail de l'école des dates et j'ai vu même que les jeunes, certains jeunes reviennent, mais reviennent avec contribution dans le travail de récolte des dates. Et il y a aussi certains savoirs qui sont transmis entre les générations. Mais la discussion qu'on a eue avec certains gens, surtout Timrit, c'est que les gens ne sont plus dans la même vision que les anciens et n'ont plus les mêmes rapports aux oasis que leur, par exemple, papa ou ancêtre. Il y a aussi la question d'interdisciplinarité. Pour réussir l'interdisciplinarité, il y a une grande place du capital social, c'est-à-dire les relations entre les chercheurs et comment faire réussir cette relation. Et j'ai utilisé là une expression que Sidi m'a filée durant mon séjour. Et il m'a parlé de l'utile et de l'agréable. Ça veut dire que il y a une sorte de complaisance, je sais pas comment l'appeler, mais une sorte quand même de, il faut que les chercheurs brisent une certaine barrière pour que l'interdisciplinarité soit en marche. En tout cas, c'est comment moi je pense les choses. Ça veut dire que ce qu'on a réussi à Hassi de mettre en place, c'est plutôt des relations de chercheurs, mais aussi des relations humaines qui sont devenues fortes et donc ils permettent de briser voilà, certaines barrières et même certains
certaines peurs, hein, parce que des fois, si on n'est pas de la même discipline, on veut parler d'une autre discipline, des fois, on a peur de dire n'importe quoi, dire des bêtises, mais des fois, on se permet de le dire parce que la personne en face est une personne plutôt amie, avant que ce soit collègue. Et ça, à mon avis, c'est vraiment intéressant pour réussir l'interdisciplinarité. Et effectivement, ce travail va donc servir ou devrait servir de quantité de travail d'Ahassi. Par exemple, on a une meilleure, en tout cas, meilleure par rapport à l'année passée, connaissance de la vallée d'Amher. Et je pense, et ça, je l'ai discuté avec Ahmed, qu'on a quand même les premiers noyaux de la communauté locale identifiés, comme ce qu'on avait fait à Timinit. Et il y a là une possibilité de faire des dialogues, comme fut le cas à Timinit, avec bien évidemment la possibilité d'inviter les gens de Timinit et de Maden à Mkhirs. Et voilà, je vous remercie.